matin dans la glace depuis que j'ai signé avec mon sponsor, la maison de luxe Rosier et Mersognac. Puis je m'arrache à la meute qui hurle mon nom et je m'élance dans l'escalier menant à la plateforme d'embarquement, mes longs cheveux roux, soulevés par la brise qui vient de la mer, au bout de la base de Cap Canaveral. Je gravis les 3 dernières marches en me répétant mon nouveau mantra. « Tu es un mannequin rosier maintenant, Léo. Tâche d'avoir la classe. » Pour être honnête, quitte à être dans la mode, je m'imaginerais plus comme créatrice que comme mannequin, vu ma passion pour le dessin d'une part, et mon aisance en public proche de zéro d'autre part. Il faut dire aussi que mes bottes d'astronaute et ma combinaison spatiale n'aident pas vraiment à jouer les gazelles. En guise de podium de défilé, la plateforme d'aluminium émet une plainte métallique sous mes semelles. Je lève les yeux, le lanceur est là, fusée haute comme un immeuble de 15 étages, plus massive, plus écrasante, plus vraie que tout ce que j'ai rêvé jusqu'à présent. Tout autour de la plateforme, 4 écrans géants diffusent un diagramme qui explique le protocole du programme Genesis aux spectateurs, pour la 100e fois sans doute. Nous accueillons maintenant nos intrépides pionniers, nos formidables conquérants de l'espace, commente une voix à travers les enceintes monumentales. Ils sont 12 jeunes gens choisis parmi des millions de candidats, au terme d'une sélection internationale sans précédent. Un voyage inouï les attend, le plus grandiose de toute l'histoire de l'humanité. Ils iront plus loin que Yuri Gagarin, plus loin que Neil Armstrong, plus loin qu'aucun être humain n'est jamais allé. Leur formidable périple se déroulera en 6 étapes, retransmises en direct sur la chaîne Genesis, 24 heures sur 24, grâce à notre système laser de communication interplanétaire. 1. Lancement simultané de 2 capsules jumelles, filles dans l'une et garçons dans l'autre, vers le vaisseau Cupido qui les attend en orbite terrestre. 2. Connexion des 2 capsules à chaque côté du Cupido, dans 2 compartiments séparés. 3. Allumage du propulseur nucléaire et injection du Cupido sur une trajectoire vers Mars pour un transit interplanétaire de 161 jours. 4. Alignement du Cupido en orbite martienne, dans le sillage de Phobos, la lune de la planète rouge, un emplacement idéal pour viser depuis l'espace le lieu d'atterrissage. 5. Largage définitif des 2 capsules accueillant les heureux élus dans le puits gravitationnel de Mars. 6. Retour du Cupido vide en orbite terrestre pour embarquer la prochaine promotion d'astronautes dans 2 ans. Je rejoins les autres filles déjà en rang au pied du lanceur, face à un rideau bariolé de logos de toutes les couleurs et de toutes les tailles. Gros logo pour les sponsors Platinum, ceux qui ont raqué un max pour s'acheter un passager. Moyen logo pour les sponsors Gold, ceux qui ont casé leurs produits dans le vaisseau qui nous attend là-haut dans l'espace, en espérant apparaître à l'écran le plus souvent possible. Petit logo pour ces petits joueurs de sponsors Silver, même s'ils ont sans doute dû sacrifier la moitié de leur budget pub annuel pour avoir droit à 1 centimètre carré du rideau. Des dizaines de projecteurs sont braqués sur moi, plus éblouissants que le soleil de juillet. Des caméras montées sur des rails virevoltent tout autour de la plateforme en émettant des bourdonnements d'insectes. J'essaye de sourire de plus belle, de jouer le rôle de la fille pour qui tout ça est parfaitement naturel, alors qu'en réalité, je suis aussi à l'aise qu'un poisson hors de l'eau. J'ai l'impression absurde que le système de régulation thermique de ma sous-combinaison est tombé en panne tellement j'ai chaud. Vivement que le cérémonial soit fini et que je sois là-haut dans l'espace, en route vers mon destin. La main de Chris se pose sur la mienne. « C'est grâce à toi qu'on est là, Léo, la machine à certitude !» me glisse-t-elle à l'oreille de sa voix claire. La machine à certitude, c'est le surnom que me donne Chris quand elle veut me taquiner sur mon côté buté. Elle a bien le droit de m'appeler comme elle veut. Elle est comme une sœur pour moi, depuis le matin où nous nous sommes rencontrés sur la piste unique d'un minuscule aéroport, perdu dans la fournaise de la vallée de la mort, en Californie. C'était il y a 1 an. Je débarquais tout juste de France. Elle s'était envolée d'Allemagne la veille. Des 6 filles sélectionnées pour le programme Genesis, nous étions les premières à arriver au camp d'entraînement reproduisant les conditions de Mars. Nous étions folles de joie. Nous étions mortes de peur. Je me suis confiée à elle comme à personne auparavant. Les mots me venaient naturellement en anglais, la langue officielle du programme Genesis. Je lui ai raconté ma vie d'enfant abandonné, l'assistance publique,
La valse des familles d'accueil, ça m'a fait un bien fou. Entre nous, ça a été comme un coup de foudre amical qui ne s'est jamais démenti. Chris illuminant mes journées tout au long de l'entraînement avec sa bonne humeur, et moi la soutenant avec mes fameuses certitudes, du genre « On va y arriver, soldat Chris, y a pas moyen autrement ». De son côté, Chris m'a dit qu'elle venait d'une zone industrielle dévastée d'Allemagne, minée par le chômage comme tant de régions en Europe. Son père était mort dans un accident sur la chaîne de montage quelques jours seulement avant l'automatisation de la dernière usine de la ville. Et sa mère l'avait suivi quelques années plus tard, emportée par le chagrin et une pneumonie mal soignée. Chris venait alors d'avoir 18 ans. Elle avait décidé de monter chercher une vie meilleure à Berlin, où elle avait fini par devenir cuisinière dans un restaurant ouvert toute la nuit. Il faut dire qu'elle assure comme une déesse. Sa crème brûlée au zeste de citron est juste à tomber. Ça m'a émue d'apprendre qu'elle était orpheline comme moi. Quelle coïncidence, je me suis dit, sur une population de plusieurs milliers de candidates. Sauf que ce n'était pas une coïncidence, comme on s'en est vite rendu compte. Chacune à sa manière, les 4 autres filles qui nous ont rejointes dans la soirée étaient toutes sans attache, sans rien ni personne pour les retenir sur terre. C'était ainsi que le programme Genesis avait fait sa sélection. À la gauche de ce rideau, voici nos 6 prétendantes. À la droite, nos 6 prétendants. De belles filles et de beaux garçons réunis sur la presqu'île de Cap Canaveral en Floride. Une tribune se dresse perpendiculairement au rideau, surmontée d'un pupitre, derrière lequel est juché un homme chauve de belle carrure, en costume gris. C'est lui la voix dans les enceintes, le directeur Locke, notre Monsieur Mars en personne. Il était l'un des plus hauts cadres de la NASA, avant que le nouveau gouvernement hyper-libéral des États-Unis ne mette en vente son agence spatiale, en même temps que tout un tas de choses, comme la poste, les autoroutes et l'ensemble des musées nationaux. Un gigantesque vide-grenier, la grande promesse électorale du président Green. Tout ça pour essayer d'éponger la dette abyssale du pays. With Président Green, take America out of the red. C'était le slogan de sa campagne. C'est une boîte privée qui a acquis la NASA il y a 2 ans pour une somme non divulguée. Atlas Capital, un fonds d'investissement, le genre qui rachète les entreprises en difficulté dans le seul but de les désosser et d'en tirer un max de fric. Avec la NASA, ça n'a pas loupé. Ils ont aussitôt viré la moitié du personnel. En gros, tous ceux qui ne planchaient pas directement sur la conquête de Mars. Un projet bien avancé au moment du rachat, mais qui n'avait jamais pu être mené à terme, faute d'argent public. Les gens d'Atlas ont tout récupéré. La base de lancement de Cap Canaveral, le centre de contrôle de Houston, le vaisseau qui attend en orbite autour de la Terre, le matériel déjà largué sur Mars par les missions inhabitées précédentes. Tout. Ils ont décidé de relancer le projet, et bien plus, d'en faire la plus grande télé-réalité de tous les temps, grâce à laquelle ils comptent bien rembourser leur investissement, rentrer dans leurs frais et se remplir les poches. Ainsi est né le programme Genesis, dont Gordon Locke est le directeur technique. Vous découvrez les heureux élus pour la première fois aujourd'hui, continue-t-il. Après tous ces mois d'attente et de spéculation depuis l'annonce du programme Genesis, après des millions de candidatures spontanées, vous les voyez en ce moment comme je les vois sur les 2 parties de votre écran. Depuis son perchoir, le directeur Locke peut contempler les 2 côtés du rideau. Derrière lui est suspendu l'immense symbole du programme Genesis, une planète Mars dans laquelle se love la silhouette d'un fœtus. Le même motif est cousu sur la poche de sa veste et sur la casquette de chaque agent de sécurité. Une planète ventre, il fallait oser quand même. Je parie que des publicitaires ont planché des jours et des nuits pour pondre ça. C'est cash comme logo, d'accord. Mais en même temps, c'est marquant. Ça met bien les points sur les i, et ça ne ment pas sur le but ultime du programme, établir une colonie humaine fertile sur Mars. Si on m'avait donné un brief pareil, je ne crois pas que j'aurais fait mieux. Mais eux ne se sont jamais vus. Ils ont vécu leur année de formation dans 2 camps séparés, au cœur de la vallée de la mort, les filles d'un côté et les garçons de l'autre. Ils ont reçu en parallèle une solide instruction qui a fait d'eux des spécialistes dans leurs domaines respectifs. Ils ne se sont jamais croisés jusqu'à ce jour. Le directeur Locke marque une pause et nous couvre de ses prunelles brillantes d'excitation, un coup à droite, un coup à gauche. Tout autour de la plateforme,
Les 4 écrans géants renvoient son image grosse. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.